Je pense que ça va être super cool. En tout cas, je suis très content d'être là. Ah bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. En fait, on avait déjà un petit peu discuté du fait que tu avais ton jeu en cours. On avait discuté à l'occasion de la Global Game Jam également. Oui, un petit peu. Moi, j'avais pas pu être dispo pour présenter, mais les autres avaient présenté Puppet Master. Tout à fait. Et là, du coup, ce sera l'occasion de voir vraiment ton projet, de discuter un petit peu de l'entièreté finalement de ce sur quoi tu as travaillé, parce que solo game dev, c'est on va dire que c'est une passion particulière. Oui, je pense que c'est le minimum qu'on peut dire, en effet. Je vais commencer avec quelque chose de très classique et en même temps ça permet de poser le contexte et d'amener à une première question. Du coup, je vais te laisser te présenter. Ok, déjà bonjour à tous. Moi c'est Paul et mon nom de scène sur les réseaux c'est Polo Builder Live. Du coup, je suis développeur de jeux. J'ai d'abord commencé, j'ai fait mes études à Paris puis à Cergy. Et une fois que j'ai eu mon master, j'ai cherché une entreprise et j'ai été embauché à Smartell, qui est un studio de Montpellier. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, d'abord en tant que développeur et après en tant que producteur. J'ai fait les 2 métiers qui ont peu de points communs, mais pour quand on est producteur, donc producteur pour ceux qui n'ont pas forcément le terme, c'est chef de projet. C'est celui qui s'assure que les deadlines soient respectés et terminés. Du coup, le fait de savoir dev, quand on a cette casquette-là, ça permet de donner un petit coup de soutien à l'équipe si jamais il y a du rush. Donc voilà, mes collègues, pour s'amuser, ils m'appelaient Technical Producer. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, dès que j'ai terminé, je suis devenu développeur indépendant en freelance. J'ai travaillé 6 mois pour un client où je les ai aidés à développer un jeu mobile. Et là, depuis, ça va faire juin. Enfin, ça va vite, hein, ça va trop vite. Mais depuis juin, du coup, j'ai commencé mon projet Ex-Harmony, qui est un petit jeu de puzzle avec des petites composantes de gestion. Je vous en dis pas trop pour découvrir tout ça. Ce qu'il faut savoir sur ce projet, c'est qu'à la base, c'est un projet qui a commencé il y a l'idée est née lors d'une game jam pendant que j'étais en études. J'ai laissé l'idée dormir pendant 2 ans. Je me souviens que pendant la game jam qui avait eu lieu en partenariat avec l'école 42 à Paris, pour ceux qui connaissent, je me souviens que pendant cette game jam, on avait gagné aussi un petit prix sur le coup de cœur du jury. J'avais dit avec quelqu'un de mon équipe que c'était un projet que je me voyais bien commercialiser, que je voyais bien développer. Donc ça a dormi pendant 2 ans et j'ai décidé de le reprendre tout seul. On peut en discuter de ce qu'ont fait les autres membres de l'équipe. Chacun fait partie de son côté. Et vu que j'allais être tout seul à travailler dessus, je voulais absolument tout refaire, que ce soit la direction artistique, le gameplay. Donc aujourd'hui, le prototype, il est téléchargeable sur mon Itch.io pour le regarder après avoir testé Ex-Harmony pour faire le petit comparatif. Tu vas voir, c'est bien différent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis voilà. Et pour la suite du projet, peut-être que je vais peut-être un peu vite, non ? Ah non, mais moi je te laisse dérouler. J'ai mes questions en tête. Au fur et à mesure, il y en a d'autres qui arrivent. Donc moi, l'avantage, c'est que voilà, je sais que certaines personnes ont besoin de plus de questions pour guider la conversation. Il y en a d'autres. Voilà, j'ai un conservateur de musée, je me rappelle, je lui avais posé une question de se présenter et il a fait quasiment les 30 minutes de l'émission en roue libre, mais en même temps en abordant les thèmes, donc moi ça me va parfaitement. C'est super. Bon du coup je continue. Puisqu'on est parti, je vais peut-être pas faire 30 minutes. Non, mais t'inquiète, je te poserai des questions
là par exemple, si j'en profite par rapport à ce que tu as dit vis-à-vis de la Game Jam, pour expliciter, ça veut aussi dire que à la base, on est sur un concept qui a été collectif, mais que à l'issue de l'événement, c'est toujours compliqué de savoir qui part sur le projet et qui part de son côté. Donc toi, tu as continué comme un accord avec les autres, mais du coup, bah forcément en reproduisant ou du moins en refaisant le tout à ta sauce, de sorte à ce que bah ce soit vraiment ton projet. Ouais, on en parlera un petit peu, mais de comment on fait pour s'approprier un projet, comment on garde les idées qu'on aimait bien, comment on écarte les idées qu'on n'aimait pas, et aussi sur quel choix on part d'un point de vue graphique. Donc ouais, je pense que ça sera intéressant d'en parler après avoir vu le jeu. Là actuellement, il y a une démo qui est sur Steam. Donc voilà, et pour la sortie, c'est un petit peu difficile à dire parce que déjà je suis tout seul, donc pour évaluer son planning et son temps, c'est compliqué déjà de base. Mais surtout, vu que je suis aussi freelance, il suffit que j'ai une mission ou un travail annexe ou une occupation pour que je prenne mon calendrier et je fais hop, on décale tout. Donc c'est un petit peu dur d'anticiper. Néanmoins, si tout se passe bien, il y aura une pré-alpha en juillet. Et si tout se passe en un peu plus décalé, je vais pas dire mal parce qu'en vrai, l'émission de freelance, c'est toujours cool. Si ça se passe en décalé, ça serait en septembre, octobre. Je pense pas plus loin où il y aura une version pré-alpha. On en discutera aussi un petit peu, mais l'une des raisons pour lesquelles je suis parti sur ce projet, pourquoi un jeu de puzzle, c'est parce que le contenu peut facilement être étirable. Pour la sortie en pré-alpha, j'ai prévu 3 mondes, soit une soixantaine de niveaux à peu près. Okay. Pour le jeu final et dans les idées de documents, j'ai de quoi en faire une centaine, voire plus. Donc ça va dépendre du succès du jeu. Si jamais le jeu marche très 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 bien, bah, je pense que j'ai vraiment la matière sans exagérer pour faire 150 niveaux sans souci. Okay. C'est juste que tout ça prend du temps et si ça marche un petit peu moins bien, bah, le jeu fera 80 niveaux dans sa version finale. On s'arrêtera là et on passera au projet suivant. Oui, ok. C'est que là, t'as déjà en tête la scope du projet où tu sais qu'il y a un moment donné où le projet sera sorti quoi qu'il arrive, mais t'aimerais quand même, tu te projettes déjà dans une évolution potentielle si jamais si ça accroche le public. Exactement. J'ai dans mon document, j'ai plusieurs niveaux d'implication et de suite potentielle. En fait, le gros de mon travail de la semaine dernière, j'étais à un salon donc était à Paris. Du coup, j'avais postulé pour présenter le jeu à ce salon. Et il y avait beaucoup de personnes. Et du coup, mon jeu Ex-Harmony était dans la file d'attente. Et il publiait le Excel tous les jours. Donc, je voyais mon jeu monter dans la file d'attente petit à petit. Et résultat, j'ai terminé premier de la liste d'attente, ce qui ne sert absolument à rien. Donc voilà, donc je savais que j'allais pas avoir de stand. Mais c'est pas grave. À la place, je me suis dit, mon jeu, je l'ai aussi prévu sur téléphone. Je vais faire la version téléphone tout de suite. Et comme ça, je l'ai présenté quand même à plusieurs personnes là-bas. Donc, d'une contrainte, on en fait un truc montrable. Et ouais. On peut en parler encore une fois, encore une promesse. Non, mais c'est bien parce que ça fait aussi partie du concept de l'émission, c'est qu'on parle pas simplement du jeu fini, on parle de son histoire et au travers de ça, on parle de l'histoire, soit de l'équipe, soit de la personne derrière. Donc ça permettra aussi de pouvoir un petit peu comprendre aussi comment un jeu comme ça peut être créé, avec quelles difficultés, tout ça. Donc c'est hyper intéressant. C'est chouette. Donc en plus, on entend déjà dès le départ une ambiance cosy. En tout cas, moi je l'ai. Alors, mon casque à moi, il est full son, donc j'ai vraiment cette ambiance là où on se retrouve dans un truc. Enfin, ça, pour moi en tout cas, ça englobe complètement mon casque et c'est vraiment l'ambiance de sieste parfaite. Vous savez, ce moment où on est juste là comme ça, là sur sa chaise. On va commencer avec quelque chose d'assez simple.
Je vais baisser le son du jeu et je vais poser une question tout à fait innocente. Par rapport à la façon dont tu t'es présenté, donc tu as une double casquette finalement, développeur, gestion de projet. Ma question, elle va être orientée sur ça ressemble à quoi d'être ce qu'on appelle un solo game dev, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui va créer son jeu de A à Z. Tu nous parlais de la présence potentielle en salon, etc. Comment est-ce que toi tu le décriras avec tes propres mots? Déjà, comment on pourrait le décrire assez facilement? Par rapport à quand je travaillais en studio, généralement on faisait une tâche. On a une liste de tâches. Et une fois qu'on a terminé ces tâches, qu'on a terminé notre journée, c'est cool. Quand on est tout, il y a le niveau au-dessus, c'est quand on est producteur et on réfléchit aux tâches à donner aux autres. Donc le but, c'est que quand une personne commence sa journée, il ait des tâches et qu'il les fasse en fin de journée. Donc s'il les a pas fait en fin de journée, il y a un problème et du coup sur une autre journée, il faut aller le voir. Donc voilà, ça c'est il y a le niveau 1, il y a le niveau 2. Et il y a le niveau 3, il faut regarder, on devient schizophrène, il faut regarder les tâches qu'on va devoir faire sur les prochains jours. Il faut regarder les tâches, les faire, se rendre compte que certaines on les a réussi et d'autres on n'a pas terminé, réévaluer son planning. Donc voilà, ça c'est le niveau encore plus où faut être capable d'identifier ce qu'il faut faire, de découper ses tâches, les répartir sur un calendrier pour un peu avoir une idée des estimations et les faire aussi, sachant que contrairement en studio, enfin ça peut aussi arriver en studio, mais il y a des tâches qu'on va pas réussir à faire, où ça va nous prendre plus de temps. On sous-évalue toujours le temps de recherche. On sous-évalue aussi beaucoup le truc de ah bah là j'ai fait comme ça et en fait je pense que c'est pas une bonne idée et même si cette idée elle m'a pris 2 semaines, c'est pas grave. Je vais faire un test. Je vais me laisser 2 autres semaines pour faire ce test, comparer les 2 versions et voir ce qui marche le mieux et choisir objectivement. Donc généralement pour choisir les deux, faut encore prendre une semaine pour parce que quand on a fait un truc sur le moment, on se dit bah ça c'est super cool, je le garde. Mais il faut encore plus prévoir un temps de refroidissement pour évaluer ces tâches. Donc je suis allé un peu loin au niveau de la question, mais c'est en gros faut être à la fois capable d'identifier ce qu'il faut faire, ce qui est déjà pas facile. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a des choses qu'on sous-évalue beaucoup, soit parce qu'on les connaît pas, soit parce qu'on n'y a pas pensé. Et ensuite, faut réussir à définir son calendrier. Et la difficulté principale, et c'est aussi l'un des trucs que j'apprends en ce moment, c'est que quand on n'a pas terminé des tâches, bah c'est pas grave. Juste on décale, on redéfinit son planning et tout va bien. Oui, il n'y a pas le toi qui as été producteur où justement il va falloir gérer le planning des autres comme tu expliquais et que là c'est ton propre planning à toi. C'est vrai que tu n'es pas non plus un studio de développement, tu fais pas non plus ça à temps plein, tu as des missions à côté. Donc de ton côté, tu vas pas nécessairement te mettre autant de pression que si c'était vraiment un jeu de studio. Oui, exactement. Moi, je suis vraiment en mode, bah, le jeu il sortira quand il sortira. J'ai quand même cette envie qu'il sorte le plus vite possible parce que sans parler d'émissions, bah, moi j'aimerais avoir un revenu et puis, enfin, un revenu généré par ce jeu. Et en plus de ça, avoir passé sur sur mon prochain projet, sachant que j'ai plein d'idées et en plus vu que je suis fou, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. J'ai créé aussi des vidéos YouTube. J'ai aussi appris le montage là récemment. Bref, c'est super. Donc il y a ça aussi. Donc ouais, il y a ce côté de savoir planifier, savoir évaluer et savoir réévaluer. C'est très là, c'est vraiment le producteur en moi qui parle, mais en plus de ça, il y a aussi le côté quand on a des idées, généralement mes idées quand je suis derrière mon ordi. J'ai souvent des idées à des moments au pif pour faciliter la tâche. Dans ce cas-là, il faut réussir à prendre des notes. Un truc que je fais beaucoup,
c'est m'envoyer des mails. Je m'envoie un mail en le programmant pour genre le lendemain à 8h, un truc comme ça. Donc comme ça, j'ai tout le texte que j'ai écrit et que j'envoie, et je sais que à un moment où je travaillerai, je le recevrai, je le traiterai. Donc il y a aussi le côté créatif, il y a le côté aussi création. Création graphique, comment on crée des assets, tout ça, tout ce qu'on verra dans le jeu, c'est des choses que j'ai dessinées moi-même, décidées, modélisées. Voilà, je crois que je peux aller un peu loin dans la question, encore une fois. Non, mais alors, il y a zéro problème, on est là pour justement creuser, donc si justement à chaque fois que toi tu décides d'aller un peu loin, ça déjà moi ça me donne des trucs à répondre, à reposer comme question. Trop bien. En vrai, D'ailleurs, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ça serait vraiment trop cool de répondre à vos questions. Nous sommes avec Paul Blott avec la question de savoir si pour son jeu Ex-Harmony, il a une communauté de personnes qui sont là pour lui donner des retours, s'il a déjà un groupe de personnes pour ça, ou si au contraire, avec son expérience, il arrive finalement à prendre du recul et à savoir finalement quoi changer et comment le faire. C'est un peu un mélange des deux. Donc j'ai des personnes qui suivent le projet de loin, c'est des potes, c'est des potes qui testent le jeu, plus ou moins connaisseurs du jeu vidéo. C'est mes parents qui, enfin j'en ai un où l'avis est très pertinent. C'est mon père qui est absolument pas gamer et qui comprend absolument rien à ce qui se passe. Et vu qu'une de mes volontés c'est de rendre le jeu assez accessible, s'il comprend le principe, c'est quand même il y a un truc. Okay. Là où, par exemple, ma mère, elle est aussi, il faut pas que ça soit trop compliqué. Une fois, je me suis amusé à la mettre devant Zelda Breath of the Wild. Moi, j'ai beaucoup ri, mais elle un peu moins. D'accord. Du coup, mais par contre, elle est beaucoup plus habituée aux jeux de puzzle. Elle joue sur téléphone, tout ça. Donc, c'est aussi un avis qui est pertinent. Mais dans les exemples que je vous donne, vous voyez que c'est que des exemples c'est-à-dire de famille proche et pas réellement de un autre game dev qui me dirait bah là le dernier truc que tu as ajouté dans ton jeu, je trouve que c'est pas pertinent et tout ça. Donc c'est plus des avis de joueurs plus que de professionnels. Après, je fais aussi beaucoup les playtests organisés par PushStart. Donc là, c'est un peu l'occasion de montrer le jeu très très tôt dans l'étape de production du jeu. J'ai eu ce moment où j'étais en mode bah il faut que je monte mon jeu un maximum pour que moi je me rends compte qu'est-ce qui marche pas. À la deuxième partie de la question, est-ce que tu arrives toujours à remettre en question tes choix? C'est assez difficile à faire, mais en vrai, je pense que oui. On en parlera un moment, mais il y a c'était en décembre, je crois. Il y a une grosse refonte du principe même du jeu, qui était pas simple à faire, mais qui a été fait. Et j'avais eu la bonne idée de le planifier 2 semaines avant un playtest au bar l'Invader. Et du coup, j'étais en mode, bah, je fais cette refonte. Je suis pas sûr que ça va marcher. Je l'envoie comme ça. Je dis pas aux gens que y a une refonte, qu'il y a une grosse refonte et qu'ils vont voir. Juste, je leur mets le jeu et puis jouer. Et je vois comment ça se passe. Et même si en vrai, j'ai pas eu énormément de tests ce jour-là. Je crois que j'en ai fait un maximum 4, 5. J'ai vraiment vu que tout était plus fluide, que tout marchait mieux, et ça m'a convaincu tout de suite. Ok. Voilà. Ok, et par rapport au fait que dans un premier temps, ça a vraiment été tes proches, et ensuite tu t'es ouvert à la fois sur du public extérieur, mais aussi sur du public professionnel, puisque PushStart, les personnes les plus éloignées qu'on peut trouver à PushStart, ce sont des personnes étudiantes des métiers du jeu vidéo, donc on a quand même des gens qui ont un intérêt et une certaine connaissance potentielle déjà des titres sortis, une certaine exigence entre guillemets. Est-ce que tu as, toi, ressenti une différence de retour entre les gens qui te connaissaient et qui te faisaient ces premiers retours-là en famille dans ce premier cercle et ces personnes-là qui te découvraient en même temps qu'elles découvraient ton jeu? Alors, il y a une grosse différence. C'est évident, un membre de ta famille, même si il n'aime pas quelque chose, bah, il va te dire ah mais c'est bien, et quelqu'un qui te connaît pas du tout, il aura plus tendance à te clasher gratuitement. Donc évidemment, il y a une énorme différence, et tu rajoutes à ça en plus la compétence et le point de vue qu'on développe en tant que professionnel du jeu vidéo.
Donc un retour par exemple qui était assez pertinent, qui sur le coup était pas agréable, mais que je crois que c'est Henri de Duper Studio qui me l'a fait. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui, oui. Il avait testé le jeu et bon, il m'a prévenu direct qu'il n'était pas jeu de puzzle et que c'était clairement enfin, je sentais qu'il allait être un peu rude. Mais du coup, il a testé le jeu et puis il m'a fait vraiment des retours qui, sur le coup, c'était pas méga agréable. Mais j'étais en mode, bah par contre, il a raison. Il m'a fait beaucoup de retours sur le côté de, il faut construire une communauté. C'est un jeu qui s'adresse quand même à un type particulier de personnes. Il faut réussir à les sensibiliser, à s'adresser. Qui sur le coup, il n'était pas méga agréable et vraiment le lendemain. J'ai tout noté et puis j'étais pour le peser le pour et le contre parce que c'est ça aussi compliqué avec les retours. Parfois il y a des retours dans ce que tu veux faire par la suite. Faut pas mettre tout au même niveau, mais faut pas les sous-estimer non plus. Donc il y a vraiment un vrai travail de réévaluation de chaque retour pour être capable d'en tirer le meilleur et d'avancer dans ce qu'on veut faire, quoi. Ça doit pas être évident. En plus, quand t'es solo, ça veut dire que t'es aussi la personne qui doit des fois te faire le tap-tap sur l'épaule en disant t'inquiète pas, ça va aller, et en même temps c'est toi qui des fois dois mettre le coup de pied aux fesses en disant bon maintenant il faut se bouger quoi. Ouais, c'est ça. Ça doit être très très sympa comme comme double rôle. Complètement schizophrène. Est-ce que tu as toujours progressé aussi rapidement en fait dans le développement du jeu, ou est-ce que il y a eu un développement donc il y a eu la game jam, puis cette idée de repartir en solo pour faire les choses jusqu'au moment où il y a ce truc de ok, il va falloir faire une refonte du jeu. Est-ce qu'à un moment donné il y a eu une progression en fait finalement exponentielle en courbe à partir de la refonte du jeu, ou est-ce qu'en fait tu as toujours avancé aussi rapidement? Alors, moi déjà, de mon point de vue, ça avance pas si vite que ça, mais on va dire que je suis biaisé. Mais c'est aussi une de mes forces par rapport à mon profil à d'autres game dev avec qui je discute. J'ai quand même beaucoup de discipline et j'ai aussi la chance de vraiment... moi, j'aime beaucoup ça. Je peux vraiment... je place mes journées et je suis content. Donc là-dessus, ouais, je trouve qu'il n'y a pas eu de moment de gros ralentissement. Aussi, j'ai des règles en termes de manière de travailler, et là, ça va faire écho à d'autres personnes qui sont en game dev. Mais par exemple, je travaille pas les week-ends, je travaille pas les jours fériés non plus. Avec ma copine aussi, on fait beaucoup de sorties. Donc en plus de ça, on se prend des jours de congés supplémentaires. Donc et là, pendant ces moments-là, je ne prends pas mon ordi. J'ai quand même mon petit carnet avec moi, quand même. C'est un des secrets du rythme soutenu du jeu. Moi et ma copine, on aime beaucoup faire plein d'activités, des randos et découvrir plein de nouveaux lieux. On aime beaucoup bouger d'une manière générale. Et aussi, si jamais il y a une journée où je suis pas j'ai pas envie de bosser, ça m'arrive parfois. Hein. Bah c'est pas grave. Soit je sors dehors, soit je vais faire du sport. Soit je lance un jeu auquel j'ai envie de jouer. Donc voilà, c'est beaucoup d'écoute aussi pour savoir quand il faut avancer et quand il faut un petit peu ralentir. Oui, c'est littéralement l'expression toucher de l'herbe. C'est Oui, globalement. ouais, c'est alors pour C'est bizarre cette expression, mais oui. mais en vrai je trouve ça rigolo parce que c'est vraiment l'idée de sortir. En fait, c'est une expression que j'entends beaucoup côté développeur, c'est-à-dire les gens qui vraiment vont rester derrière leur écran trop souvent, ou alors qui vont s'énerver derrière leur écran, et du coup il y a cette idée de calme-toi, va toucher de l'herbe, sous-entendu sors dehors, regarde la nature. Et donc de se recentrer un petit peu pour ensuite pouvoir repartir plus sainement. Ça lève un thème, c'est-à-dire que toi, en tant que solo game dev, il y a ce mythe qu'il faut se tuer à la tâche pour arriver à un jeu visuellement et mécaniquement satisfaisant. Or, toi, tu as très bien expliqué que tu savais prendre le temps pour toi, prendre le temps déjà de faire des prestations parce que, comme dirait le philosophe, il faut bien remplir le frigo. Mais à côté de ça, il y a vraiment cette idée de prendre le temps d'avoir une vie à soi, pour soi,
Est-ce que tu vois ça comme une espèce de message vis-à-vis de toutes les autres personnes qui se lanceraient dans le jeu vidéo en solo ou en petites équipes, ou est-ce que pour toi il y a une idée de moi je cherche pas à être un exemple, juste j'ai trouvé mon équilibre. Équilibre, c'est malin ça. En vrai, je cherche encore cet équilibre. Je pense pas être un exemple vraiment en mode parangon, en mode fait exactement comme lui, dans le sens que c'est pas toujours simple. Ça va faire paraître bizarre dit comme ça, mais ouais, il y a des fois où on organise des trucs. Alors je sais que je vais kiffer et tout, mais sur le moment, je suis en mode je vais devoir, c'est pénible puisque je vais devoir décaler mon planning. Pareil avec les freelances, tout ça. Donc je trouve que je le fais pas encore de manière assez naturelle, de me dire là je dédie ce temps-là à ça, puis je dédie ce temps-là à ça. C'est pas encore inné. Je pense que ça va plus avancer, plus ça se fera de manière organique. Mais ouais, c'est pas encore inné, hein. Mais je sais que j'ai comme truc peut-être différent par rapport à d'autres personnes que pour moi, pour le coup, c'est physiquement, enfin c'est obligatoire. Si comment dire, une journée où je fais vraiment que ça, plus la nuit et tout ça, ça paraît petit comme ça, mais le lendemain j'ai mal à la tête et je peux pas bosser. Donc je sais que l'option de je me tue à la tâche, ça paraît bizarre dit comme ça, mais je me tue, donc ça marche pas après, on produit pas. Moi j'ai vraiment ce truc de si je veux être efficace, il faut que je marche comme ça. C'est pour ça que je pense pas. Toi, il y a un côté utilitaire dessus, donc je sais pas si ça peut vraiment être un exemple, puisque j'ai un peu l'impression d'être le reflet, l'autre reflet du problème. Donc bon, en tout cas, ça va très bien et je me débrouille bien là-dessus. On pourra retrouver Paul Blott, je pense, dans un autre épisode où on se concentrera beaucoup plus sur son jeu Axé Harmony, qui a pas mal de mécaniques hyper intéressantes, notamment vis-à-vis de l'équilibre humain-nature, qui est un équilibre qu'on commence à trouver un petit peu dans les mécaniques de jeu de développement, et donc ça c'est hyper intéressant. Il s'agit pas simplement d'industrialiser un endroit, mais au contraire d'essayer de maintenir un développement durable finalement. Et en attendant, évidemment, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt.